Maintenant, juste pour revenir à deux points que vous avez évoqués, en fait, la limite de l'intelligence artificielle, elle est liée principalement à la limite de la donnée sur laquelle elle a été entraînée. Exactement. Donc, une grosse partie va être liée soit au biais algorithmique, soit à parfois les problématiques ou la qualité, la densité et la massivité de la donnée. Maintenant, le plus grand risque pour l'intelligence artificielle, c'est surtout aussi la bêtise humaine. Donc, c'est les humains qui vont essayer d'utiliser ça dans des domaines nocifs pour eux-mêmes, pour les autres humains ou pour la planète. Donc, moi, je pense que l'IA n'est finalement, il faut le percevoir en tant que tel. C'est un outil qui est à notre disposition, qui est un outil magnifique, qui nous permet d'augmenter notre... Alors, l'histoire de la créativité, moi, je pense au contraire. L'IA ne va pas, au contraire, va devoir nous pousser à être plus créatifs, va libérer nos capacités créatives. Je pense que c'est un moment où il faut justement libérer les capacités créatives, parce que l'IA ne va pas créer des concepts. Il y a eu 2 tests qui ont été faits à l'international, un en France par rapport à la philosophie. Donc, on a pris l'examen de philosophie de bac et on l'a donné à un philosophe et à ChatGPT. On a pris les 2 copies et ils ont été corrigés de manière anonyme par une prof de bac de philosophie. Et en fait, l'intelligence artificielle a eu 12 et le philosophe a eu 19. Et la raison principale, c'est que l'intelligence artificielle a écrit un texte qui est très bien, très correct, très structuré, tout ce qu'on veut, la bonne moyenne de la pensée humaine, mais sans fulgurance d'un point de vue idée, et voilà, d'un point de vue idée et créativité. Donc, et la même chose a été fait pour la poésie et le même constat a été fait. Donc, au contraire, moi, je pense que l'IA ne sera bonne qu'à partir du moment, d'abord, où nous, on trouve les bonnes idées et on l'alimente. Elle sera capable d'être le copilote à bord et l'être humain devrait être quelque part, en tout cas, pour quelques années, on ne sait pas après, le pilote, à mon sens, à bord. Après, le dernier point que je voulais ajouter, c'est par rapport à la question, donc on a parlé de, effectivement, la question réglementaire et c'est important. Il faut noter que, justement, les PME et les TPE ont moins de contraintes réglementaires que les grands groupes. La majorité des grands groupes sont plus ou moins réglementés et ont des contraintes et des comptes à rendre, un cadre réglementaire qui est généralement très puissant et qui les empêche d'expérimenter en tout cas, à tout va, alors que la TPE ou la PME, elle n'a pas cette contrainte. Dans la majorité des cas, la contrainte principale qu'elle a, c'est une contrainte d'efficacité opérationnelle, c'est des contraintes de performance commerciale. Et donc, elle a, en tout cas, dans beaucoup de cas, je ne parle pas des cas qui sont réglementés, parce qu'on peut prendre aussi les exemples des courtiers d'assurance ou les exemples des gens qui opèrent dans des mondes réglementés, mais dans la majorité des cas, la PME a plus de facilité à aller de l'avant. Je pense qu'il faut, tout en réfléchissant à la question d'éthique, il faut aussi qu'on ne se pose pas trop de questions réglementaires. Il ne faut pas qu'on soit très européen. Je pense que l'Europe est en train de rater, elle a raté d'autres virages, mais on est en train aussi de rater celui-là. Le ministre français de l'économie a fait une déclaration il y a quelques semaines en disant que il faut absolument pas qu'on fasse la même erreur qu'on a fait sur le web en commençant par réglementer des choses qui n'existaient même pas, et ça a fait que voilà. Moi, je pense qu'il faut expérimenter, il faut être dans une logique de sandbox, il faut avancer. Et au fur et à mesure qu'on les questionne. Alors, je vais vous donner juste un exemple très simple qui a été fait aux États-Unis sur le sujet, par exemple, et ça n'a rien à voir avec l'IA, sur le sujet du freelancing. Les premières plateformes de freelancing ont émergé il y a à peu près 10 ans, enfin, une dizaine d'années aux États-Unis. Au lieu que les États-Unis se posent la question, est-ce que les plateformes comme Upwork ou Viber, c'est de l'emploi, et dans ce cas, il faut appliquer des taxes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va laisser ces plateformes émerger, on va voir. Et ils les ont laissées émerger, ça a créé une économie. Le jour où cette économie est devenue l'équivalent de quelque chose comme 10 milliards de dollars, ils se sont dit, d'abord, on peut commencer, il y a quelque chose à prendre sur ces 10 millions de dollars, et ils sont partis, ils ont taxé ça à 10%. Donc, je pense qu'on fait beaucoup l'erreur d'être dans un dogme très francophone, très napoléonien de la réglementation, alors que les pays qui avancent sur des sujets comme ça sont des pays qui ont un dogme qui est plutôt victorien, où tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire, où c'est la jurisprudence qui fait la réglementation et non pas la loi qui est censée dire la vérité. D'autre part, je pense que même dans ce même panel, d'autres personnes pourraient vous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà peut-être pas réglementer, mais au moins quadriller
Aujourd'hui, je suis pas d'accord sur cette approche parce qu'aujourd'hui, on a CNDP aujourd'hui. Oui, certes, en Europe, on a CNDP avec la réglementation parce que nous, on est un groupe à l'échelle internationale, donc on applique aussi les réglementations même en Europe parce qu'on a des filiales en Europe. Donc même ici, on est amené à respecter cette réglementation. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, au Maroc, on a CNDP, c'est ça, CNDP. Mais CNDP. La loi qui existe, c'est qu'on n'a pas le droit, aujourd'hui, je prends l'exemple des CV, on n'a pas le droit de faire transiter des données à caractère personnel hors territoire marocain. Et aujourd'hui, moi, en tant que banque, institution, on est audité sur ça. Si aujourd'hui on utilise aujourd'hui, moi je parle on utilise des CV et on a la preuve que la data il transite sur un serveur à Singapour, à Paris ou à autre. Non, mais on n'a pas le droit. Donc aujourd'hui, s'il faut, certes, aujourd'hui, on est d'accord sur la technologie, on doit aller sur ça. Mais je pense un cadre réglementaire qui doit aussi être adapté par rapport à ça. Parce que le cadre réglementaire, je pense qu'il ne permet pas d'aller à cette vitesse. Parce que tout à l'heure, on a parlé des investissements qu'on est en train de faire in-premise. Ça coûte plus cher que d'aller aujourd'hui sur des solutions plus performantes qui sont sur le cloud. Et nous, on est preneurs. On est preneurs de open source. On est preneurs, mais aujourd'hui, on a des contraintes réglementaires et un tel groupe d'une taille, on a la conformité, on a le compliance, on a des personnes qui sont là et qui veillent à ce qu'on respecte la réglementation. C'est Adil, je me permets quand même de dire, la partie CV, ça a été fait par que de l'open source et ça a été fait en interne. Donc il n'y a aucune contrainte à le faire. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, moi, j'ai pas dit qu'il faut pas de cadre réglementaire. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne doit pas partir sur des cadres réglementaires restrictifs qui vont bloquer l'innovation. Il faut qu'on soit dans une logique d'expérimentation, de sandboxing, qui permettrait de faire émerger des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, malheureusement, le cadre réglementaire, d'une certaine manière, il bloque l'émergence d'acteurs, notamment dans des sujets, et je me permets quand même de le dire, dans des sujets comme les fintech par exemple. Aujourd'hui, on a du mal, alors qu'en Afrique, il y a beaucoup d'acteurs. On a un avantage d'avoir un secteur bancaire qui est très développé, un des meilleurs en Afrique, mais en parallèle, on n'arrive pas à faire émerger des fintech sur des sujets très pointus dans le domaine du paiement, du mobile, etc., alors que d'autres pays le permettent de le faire. Donc moi ce que je dis, je pense qu'on n'est pas en contradiction. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on rentre dans une logique réglementaire restrictive. Il faut qu'on soit dans une logique réglementaire qui permettrait de faire émerger l'innovation et qui, d'une certaine manière, permettrait à des industries, à des startups d'émerger et de pouvoir porter le sujet. Pourquoi je dis start-up? Tout à l'heure, Maha a parlé de la partie diagnostic avec logique de création de molécules adaptées aux personnes. Il y a une start-up tunisienne, je donne beaucoup cet exemple, qui s'appelle Instadip, qui a été créée en 2018, qui vient de se faire acheter il y a à peu près 2 mois par le leader mondial des vaccins qui est BioNTech, qui était derrière le vaccin Pfizer. Et cette start-up tunisienne, elle a été achetée parce qu'elle avait elle utilisait du generative AI pour produire de nouvelles molécules en fonction du profil du patient. Cette start-up a été valorisée à 700 millions de dollars. Alors 700 millions de dollars à l'échelle de la Tunisie, c'est à peu près 1,5% le PIB tunisien. Donc le fait de pouvoir alors l'avantage de cette start-up, c'est qu'elle est partie au UK pour lever de l'argent, etc. Et pour le cadre réglementaire aussi. Donc voilà. Parce qu'elle sort du cadre réglementaire. Voilà. Donc le cadre réglementaire. C'est d'accord. Mais donc si aujourd'hui il n'y a pas de réglementaire là-dessus, on ne peut pas se payer comment Donc je pense qu'on a tous parler de votre prochaine question, mais je pense qu'on l'a comprise. Parce que j'attendais en bon élève, pas du tout, mais en bon élève, j'attendais la question. C'est pas grave. Pas du tout. Donc, en fait, cette question-là, vous imaginez bien, ce n'est pas la première fois qu'on me la pose. Et bien sûr, c'est souvent les mêmes arguments qui reviennent. Les États-Unis, c'est du capitalisme pur et dur, donc faisons ce que les entreprises, allez-y, faites créer de la valeur et on verra par la suite. La Chine, parce que là on parle des grands acteurs, d'accord? La Chine, ça c'est le gouvernement qui gère l'IA, très bien, là on n'en parle pas. L'Europe, bon, elle réglemente, c'est l'Europe, la vieille belle Europe qui réglemente. Nous l'Afrique,
Donc, nous, l'Afrique, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, on a une belle opportunité avec une belle jeunesse, parce que les ressources humaines, c'est principalement de la jeunesse, donc une offre de formation nouvelle dès le départ, plus jeune, on peut anticiper, mais également cette vision-là qu'on a de ce triangle-là, de ces trois pouvoirs. Donc aujourd'hui, moi, il m'est très difficile, puis j'entends Zohair souvent, il m'est très difficile d'accepter de dire qu'au Maroc, on veut développer l'IA, mais pas trop réglementé. Il n'y a pas de pas trop réglementé ou trop réglementé. La dimension éthique. Il y a aujourd'hui, mettons-nous dans un projet, le projet national de Sa Majesté, l'AMO, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, beaucoup de données qui vont être collectées de manière automatique, qui vont être croisées, étudiées. Alors je suis désolée, je préfère que demain, moi et ma famille, que je sois rassurée que dans mon assurance, mes données respectent un minimum, le AI Act, le RGPD, vous en parliez tout à l'heure, la loi 0809 qui est la nôtre, etc. Et savoir que tout le pipeline data, que ça soit lors de la collecte jusqu'à la transmission, en passant par le traitement, un minimum de règles de vigueur, de confidentialité. Et aujourd'hui, ce dont on parle, aujourd'hui, c'est très bien expliqué par le AI Act. C'est quoi une éthique d'une donnée IA? C'est 7 critères. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'inventer aujourd'hui, le constat est clair. C'est 7 critères, la confidentialité, la sécurité, il y a plusieurs, l'explicabilité, c'est 7 critères qui sont, donc, aujourd'hui, vous m'offrez quelqu'un parmi nous développe une idée IA, une start-up ou une application. Aujourd'hui, on est capable de mesurer si elle respecte les 7 critères. Elle respecte oui, elle ne respecte pas non. D'autant plus que les pays du Nord, qui, pour moi, se démarquent de l'Europe, je parle de la Finlande avec qui j'ai beaucoup travaillé, je parle de la Norvège, etc. Eux, ils sont encore allés plus loin. Ils ont un label éthique IA pour les startups. Et donc, quand il y a des marchés nationaux, des appels d'offres nationaux, la priorité est donnée aux entreprises qui se sont certifiées ce label-là. Un label qui permet aux utilisateurs ensuite de cette santé. Et c'est souvent ces startups, ces entreprises locales qui ont gagné de très grands marchés sur, par exemple, le traitement des données personnelles, le traitement des données bancaires et des choses comme ça. Donc, en fait, le homemade est respecté, la perspective éthique de la donnée est respectée. Aussi, je suis dans une entreprise, le recruteur me demande, je suis un peu plus vieille maintenant pour être recrutée, mais sait-on jamais. Donc, on me dit, écoutez, madame, est-ce que vous consentez, votre CV va être analysé par un système IA? Oui, monsieur, d'accord, je ne vais pas signer. Je signerai volontiers aveuglément si et seulement si, une condition forte, si le système IA, je sais qu'il respecte telle charte d'équité du genre. Vous parliez de biais. Donc voilà, moi, j'aimerais bien que dans un panel d'hommes, qu'il y ait aussi une représentation pour contrer un petit peu le biais du genre, de la race, si mon CV est traité à New York ou je sais pas où. Donc voilà, c'est aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de dire non, on a une opportunité, une petite fenêtre d'une technologie qui ne coûte pas très cher. On parle pas aujourd'hui du nucléaire où l'infrastructure coûte très cher. On parle plutôt de matière grise. Mais pour moi, c'est aussi une opportunité pour ne pas rater le virage éthique. Cependant, je suis d'accord aujourd'hui au Maroc, il faut parler de notre terrain. La réglementation, d'abord au niveau de l'IA, est inexistante. Et il y a également une commission, la stratégie, une stratégie nationale d'IA. Je sais que tu plaides beaucoup et là on se rejoint beaucoup. Une stratégie nationale de l'IA qui se veut être un liant de l'ensemble de l'écosystème IA, que ce soit le monde socio-économique, mais également les universités, le monde de la recherche, etc. Alors malheureusement, elle n'existe pas encore. Il faut aller au-delà du plan du digital, qui lui aussi n'est pas encore d'actualité pour le moment, mais qu'on espère qu'il va sortir bientôt. Donc voilà, c'est plusieurs aspects de la réglementation. Et puis aussi, vous parliez une data éthique, mais il n'y a pas que l'aspect data qui est éthique. Alors je vous explique. Aujourd'hui, une base de données, si elle est principalement masculine, d'images, par exemple, d'images de tumeurs, par exemple, de tumeurs de la peau. Alors si aujourd'hui la base de données est entièrement masculine, des tumeurs
prise sur des hommes, alors on dira que l'ensemble de données, le jeu de données a été biaisé. Mais il y a également l'autre, le biais vient vous parlez de la réunion de l'UNESCO lundi. Justement, j'expliquais ça lors de cette réunion. Mais il y a également l'autre type de biais, ce qu'on appelle le biais biased by design. C'est-à-dire qu'il y a la donnée qui peut être biaisée, mais il y a également le développeur qui peut être biaisé avec l'ensemble des stéréotypes que nous avons et qui, lui, fera, lors de la conception de l'algorithme IA, un choix quelconque qui reflètera son biais, soit du genre, soit de politique. Je vous donne un exemple et je veux pas monopoliser la parole. Le biais politique de ChatGPT, je le disais à mes étudiants, ça le faisait rire parce que je suis une féministe. Donc, ils savent que tout le temps, mes biais seraient des biais du genre. Mais ce biais est beaucoup plus drôle. On a demandé en Forbes, je lisais Forbes en février 2023, il y avait une tribune qui accusait ChatGPT de servir un agenda politique. Parce qu'on lui avait posé la question, ChatGPT, s'il vous plaît, donnez-nous un poème sur Donald Trump. Il a sorti la réponse qu'on a pu voir lors du Sayyid al-House. Lorsqu'il cale, il dit je suis désolé, je n'ai pas les compétences pour écrire un tel poème. La requête, le prompt suivant était écrivez un poème élogieux sur Joe Biden. Et là, il déversait des versets de prose en sa faveur, etc. Donc, on l'avait accusé de servir un agenda politique. Si on creuse cette histoire-là, ce qu'elle reflète, c'est que les gens de la Silicon Valley, quand on se regroupe aujourd'hui, si on est tous du même milieu socio-économique, ayant à peu près les mêmes études, etc., on a de fortes chances de voter de la même manière. Et donc, en fait, ces gens-là qui ont conçu ces algorithmes-là, ils ont évolué dans le même milieu, ils ont les mêmes penchants politiques. Donc, en fait, c'est un biais du développeur qui s'est automatiquement traduit. Donc voilà, il y a au moins, moi je dis, ça c'est un cours magistral qu'on peut donner, mais il y a au moins deux types de biais, le biais des données, le biais by design, celui de data. Et donc en fait, c'est-à-dire qu'on peut faire mal involontairement, parce qu'on est juste en train de retransmettre des choses qu'on véhicule dans notre société ou exactement. Donc justement, d'où le cadre formel pour encadrer l'ensemble des applications IA que nous éventuellement pourrons bénéficier. Juste un petit commentaire. Cadrer l'utilisation de la donnée personnelle, je suis d'accord avec vous, à un certain niveau. Mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, nous ne possédons pas nos données. Notre banquier connaît plus de choses sur nous. Il sait est-ce que je fais du sport ou pas. Il sait, l'hypermarché de la ville sait est-ce que j'achète bio ou j'achète autre chose. Donc, il y a beaucoup de nos données qui sont éparpillées dans la nature. Votre CV, LinkedIn, il a une information sur votre CV. Donc, oui, pour un encadrement des données, mais pas pour freiner l'utilisation de l'IA, pour moi. Je ne sais pas si je peux intervenir, mais sincèrement, je pense que globalement, on ne se contredit pas. Je pense que le fait qu'il y ait un cadre réglementaire et que la question de l'éthique soit posée, moi, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur. Il y a une vraie question autour de l'éthique, autour de l'IA. Maintenant, comme j'ai dit, il faut que le cadre réglementaire ne soit pas restrictif, il faut qu'il soit juste et qu'il permette l'innovation. C'est tout l'enjeu, à mon sens, de ce type de cadre. La deuxième chose que je voulais dire aussi, et je rejoins un peu ce que dit Aziz, c'est que, alors, on a fait la CNDP, c'est très bien. Ok, sauf que, et ça, je sais qu'ils sont en train d'essayer de faire un maximum de choses pour avoir les leaders d'Internet qui respectent la loi marocaine. Mais pour vous dire la vérité, aujourd'hui, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok ne sont prêts aujourd'hui à respecter la législation marocaine. Encore l'Europe, elle a pu imposer que le RGPD ou le GDPR soit quelque part imposé aux grands leaders d'Internet, sinon ils interdisent. Autant au Maroc, on a besoin, si on parle réglementation, il ne faut pas qu'on parle tout seul. Parce qu'au fond, la majorité des solutions ne sont pas faites au Maroc, la majorité des acteurs ne sont pas au Maroc, et en fait, la réglementation, elle va plus contraindre les acteurs qui émergeraient du Maroc, plutôt que les acteurs internationaux qui, je suis désolé de le dire, mais réellement, ils ne voient pas le Maroc comme étant un pays stratégique pour eux. Donc même si demain, le Maroc bloque tous les outils IA qui existent sur le marché pour faire respecter une réglementation, ils ne seraient pas
impactés, ou ils seraient impactés de manière très minime par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc voilà, moi je pense c'est toute l'intelligence, c'est de trouver le bon cadre réglementaire et d'essayer de créer un environnement qui va permettre aussi de libérer la créativité, l'innovation. On a besoin de faire émerger des startups qui sont capables d'opérer et de produire et d'être compétitives à l'échelle mondiale. Et c'est une occasion pour le faire. C'est vraiment une occasion pour le faire. Donc, encore une fois, je ne pense pas qu'on se contredit, je ne me contredis ni avec Maha. On est en train de boucler justement le débat avec ça. Votre avis par rapport à ça? Vous êtes d'accord? Donc vous avez dit la réglementation. Moi, je dirais que la réglementation aujourd'hui, la réglementation, si on veut aller vers l'IA de open source, aujourd'hui, le cadre réglementaire, il doit suivre. Aujourd'hui, certes, on fait des initiatives, mais aujourd'hui, pour une boîte qui est d'une taille, qui a des entités de réglementaires. Aujourd'hui, dans les entités régaliennes, on a la compliance, on a le juridique, on est obligé de respecter la réglementation. Aujourd'hui, nous, on peut pas utiliser le open source, où la data, il transite, il sort du Maroc. Donc, on est obligé d'avoir nos propres solutions, de développer. Ça coûte énormément d'argent de les avoir on-premise. Tout ce qu'on développe aujourd'hui, c'est on-premise. On utilise quelques outils open source, mais pour les traitements, mais pas pour la transition de la data. Donc, aujourd'hui, le cadre réglementaire, il est très important. Je suis un peu comme mon collègue. On est déjà lié par des cadres réglementaires très très importants. On a une responsabilité vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis des institutions. Donc on doit les respecter, mais d'un autre côté, effectivement, il ne faut pas brider l'innovation. Et il faut aussi garder en conscience et en tête que le fait qu'on utilise massivement, je dirais, d'une manière un petit peu intuitive et instinctif, les grandes solutions ne fera que renforcer, qui sont surtout hébergées, gérées par les trois big players dans le domaine de l'Internet, ne feront que renforcer malheureusement leur hégémonie. Voilà. Donc il y a un autre combat qu'on doit tous mener, c'est aussi rapatrier les données et développer sur le territoire marocain les solutions qui permettent de gérer ces données-là ici au Maroc. En tout cas, nous, on est très mobilisés là-dessus pour faire en sorte qu'au final, au moins, on reprenne la main sur les données, on assure cette souveraineté, cette résidence en fait des données ici au Maroc pour éviter que effectivement cette hégémonie s'installe et continue effectivement à accélérer, à prendre ce capital qui est juste indispensable pour l'innovation et la protection des droits de nos citoyens. Si je me permets juste rapidement, très rapidement, il y avait un point qu'avait évoqué Maha par rapport à l'aspect politique. Je pense il y a un biais politique qui est important, mais il y a aussi un biais idéologique des inventeurs de ce type de système. Certains qu'on connaît, ils ont même un biais idéologique, c'est-à-dire ils ont une perception du monde qui est différente et qu'ils proclament et qu'ils poussent. Avec une logique de transhumanisme, avec une logique de matérialisme poussé, et donc il faut aussi comprendre qu'il y a des biais qui sont aussi à l'intérieur de ce type de système auquel il faut faire attention. Maintenant, pour revenir à l'histoire de l'open source, en fait, l'avantage aussi de l'open source, c'est aujourd'hui, par exemple, on veut faire un chatbot ou un LLM local. Alors ça, par exemple, juste pour donner un exemple, les Émirats, ils ont créé leur propre LLM. Ils ont une boîte qui s'appelle TII qui a créé un LLM qui a été les premiers classés sur Hugging Face. Donc c'est un LLM qui s'appelle Falcon 40B. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de créer nos alternatives pour pouvoir justement protéger, comme disait C. Mohamed, nos données. Aujourd'hui, malheureusement, à l'instant où on parle, peut-être 99% de la donnée qui a été créée dans cette salle, elle a été envoyée au GAFA, et donc elle ne nous appartient pas. Donc le fait d'utiliser de l'open source, bien sûr un open source audité, vérifié, etc., l'installer localement dans les différentes entreprises, acteurs du secteur. Le fait aussi de créer des éléments de collaboration, je pense qu'on l'a pas dit suffisamment, m'a parlé tout à l'heure de stratégie marocaine, je pense que c'est important aussi qu'on commence à collaborer entre grands groupes et start-up pour permettre de créer des solutions alternatives qui répondent aux problématiques réglementaires des grands groupes, mais qui en même temps assurent
un revenu au Maroc et assure un développement d'un écosystème de start-up au Maroc. Je pense que la vraie solution serait aussi celle-là. On doit avoir le cloud, c'est important d'avoir un cloud souverain, mais on doit aussi le remplir par des solutions souveraines. Et si on n'arrive pas à développer des alternatives d'un chat GPT, et aujourd'hui, comme j'ai dit, il en existe en open source. Llama de Facebook, il est open source. Falcon 40B dont j'ai parlé, il est open source. On peut le prendre, on peut l'améliorer. On a aujourd'hui des chercheurs d'un niveau mondial. Quelqu'un comme Joshua Bengio, qui est un des 3 lauréats du prix Turing en 2018, avec Yann Lequin, qui est le VP AI de Meta, de Facebook, et avec Jeffrey Henson, qui était le Chief AI Officer de Google. Donc, il est d'origine marocaine et on a beaucoup de chercheurs marocains. Je connais par exemple des gens comme Kautar Mghraoui à IBM, comme je sais que Dr Maha a travaillé avec Bengio au Canada. Donc, on a aujourd'hui des gens. Il faut qu'on soit capable d'utiliser cette matière grise, cette jeunesse, cette capacité pour essayer d'avoir des solutions alternatives. Donc, le cloud, oui, mais aussi les solutions souveraines. Dans le domaine de la sécurité, petite parenthèse, je termine sur ça. Dans le domaine de la sécurité, aujourd'hui, je travaille avec une start-up qui est en train de travailler sur une sorte une solution de type XDR, c'est-à-dire une solution qui gère en fait la protection à plusieurs niveaux, qui est aussi construite avec de l'IA, donc de l'IA classique pour la partie détection, mais aussi de l'IA générative pour la partie remédiation. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on encourage au Maroc. On doit clôturer sur ça. C'est un sujet dont on parlerait pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, déjà, on cerne mieux la problématique, on cerne mieux ce qui reste à faire, et on perçoit mieux, je pense, tout le potentiel qu'il y a à explorer et à vraiment, prendre à bras le corps et à intégrer dans ces stratégies, que ce soit pour l'éducation, la santé, les télécoms, la finance, etc. On va vous remercier vivement, je pense, au nom de toute l'assistance, d'avoir répondu à nos questions. Merci à l'assistance. Désolée parce qu'on a un petit peu débordé, mais c'était vraiment très très intéressant. On peut pas avoir autant de compétences sans en profiter non plus. Donc un grand merci à vous et un grand merci à toutes les personnes présentes.